Wano, mundi mija, obi medi mija, mundi mija, nyama mi toy, wano, mundi mija, obi medi mija, mundi mija, nyama mi toy, wano. J'espère que tout va merveille chez vous. Je vais faire une petite vidéo ici pour vous montrer comment modéliser des séries chronologiques sur logiciel Evious. Sans pour tant tarder, nous allons aller sur Evious. Voilà. Nous allons ouvrir la base. 20, on va créer. On vient ici à New Workfile. Ici, vous choisissez la fréquence de vos données. Moi, c'est des données mensuelles. Donc, vous écrivez l'année, c'est 1991. 1991. Et le mois 1 jusqu'à 2000. Le mois 6. Voilà. Et là, vous allez créer une nouvelle variable. Parce que ce sont des séries. Donc, je vais cocher ici séries. Et je vais mettre 20. Ok. Et là, on va chercher nos données. Moi, j'ai déjà les données sur Vue, je crois. J'ai déjà les données ici. Je vais les copier. Voilà. Et je vais les coller. Je vais la vente. Et je vais coller les données ici. Voilà. Voici nos données. Première deux choses, il faut vérifier parce que dans la certains livres, on va utiliser la méthode Boss-Jenkins pour faire la modélisation. Donc, il faut venir sur View pour analyser le graphe. Après, on clique OK. Voilà notre graphe. En remarquant que le graphe laisse paraître une tendance qui est plutôt haussière. Hein. Vous voyez, il augmente. Donc, on peut dire que notre série n'est pas stationnaire. Mais pour essayer de vérifier cela, nous allons regarder le chronogramme, view chronogramme. OK, voilà. Parmi les caractéristiques d'une série qui n'est pas stationnaire, il faut regarder les autocorrélations. On remarque ici que les autocorrélations diminuent très lentement vers 0. Ils convergent lentement vers 0. Et aussi dans les programmes partiels, les autocorrélations partielles, nous remarquons qu'il y a un pic énorme sur le premier terme de l'autocorrélation partielle, ce qui caractérise une série qui n'est pas stationnaire. Donc, on peut se dire que c'est causé par l'effet saisonnalité. Donc, nous allons essayer de désaisonnaliser la série et voir si en enlevant plutôt l'effet saisonnier, est-ce que notre série sera stationnaire. Pour cela, vous allez venir ici à Proc, Seasonally Adjustment, Moving Average Method. Et ici, vous allez choisir si la série multiplicative, vous allez cocher multiplicative. Si c'est additif, vous allez cocher additif. Dans notre cas, la série multiplicative, donc on va cliquer OK. Il va nous donner les coefficients saisonniers des 12 mois. Donc, on va les
on va enregistrer ça. Coefficient c'est bon. On est bien. Voilà. Et voilà notre série désaisonnalisée. Maintenant, on a la série qui est désaisonnalisée. On va regarder si maintenant elle s'est stationnalisée ou pas. Ok. Nous remarquons que malgré qu'on a enlevé l'effet saisonnier, notre série n'est pas stationnaire. Cela peut se confirmer aussi par le chronogramme, toujours la même chose. Hein. Remarquez que c'est la même chose. Donc, maintenant, nous allons effectuer un test statistique appelé test du Dickey-Fuller augmenté pour savoir si la série est stationnaire ou pas et si elle n'est pas stationnaire et voir quel type de non-stationnarité suivent nos données. Il faut savoir qu'on a deux types de non-stationnarité d'une série chronologique. Soit c'est un type DS ou bien c'est un type TS. Type TS, ça veut dire c'est déterministe, voilà, de nature déterministe. Et DS, c'est de nature stochastique. Pour cela, il faut venir ici à VO, Unit Test. Et maintenant, on a ici test de type. On a augmente Dickey-Fuller. Le test de Dickey-Fuller augmente. Donc ici, on a les trois modèles. Le test de Dickey-Fuller, il teste trois modèles. Le modèle qui est au milieu là, ça s'appelle Trend and Intercept. C'est-à-dire, c'est un modèle où il y a la tendance et la constante. Le modèle 2, ça c'est Intercept. C'est un modèle où il y a seulement la constante. Le modèle 1, c'est le modèle non. Il n'y a ni tendance ni constante. On commence toujours par le modèle 3. Et ce qu'il faut savoir, il faut choisir le modèle où il y a les critères Akaike et Short les plus minimums possibles. Donc on va ici pour déterminer le nombre de retards, les P et retards. Donc on va commencer par 0. On commence par le modèle 3 et le nombre de retards 0. On clique OK. Après, on va comparer ça, les Akaike informations et les Schwartz questions, les critères d'Akaike et Schwartz. Il faut les comparer avec tous les autres modèles avec les P de retard. Donc, je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait ici. J'ai déjà fait ici avec ce tableau. Voilà. Voilà, on a les P retard. On a le modèle 1, modèle 2, modèle 3. Avec Schwartz. Donc, on remarque là. Ça, c'est le modèle 3 avec P égale à 0. C'est-à-dire, on est là. P égale à 0. Après, on a Akaike Schwartz, on a 1339, 1347. Voilà, Akaike Schwartz pour le modèle 3. Nous allons refaire la même chose en augmentant le nombre de retards, toujours avec le modèle 3. On va maintenant retard 1. Et on va observer. Voilà, Akaike Schwartz qui sont là. Voilà. Et on va continuer avec le retard 2. On observe toujours. Vous faites le tableau et après vous observez, vous notez. Vous notez ça et ça. Akaike Schwartz. Ça c'est les deux. Là, ils sont là. Toujours on est dans le modèle 3. Hein. Jusqu'à 3. Moi j'ai choisi 3 retards. Voilà. Donc, on va faire un troisième retard. Voilà. On donne à quelque chose que vous notez. Voilà. C'est là. Après, vous allez passer au modèle 2, vous allez faire la même chose. C'est-à-dire, vous allez venir ici. Donc maintenant, vous allez cocher le modèle 2. Et vous allez commencer le modèle 0. Voilà. Et vous notez aussi.
la même chose, jusqu'à finir tout le tableau. Voilà. Et puis quand vous finissez le tableau, maintenant vous allez choisir le modèle qui a le critère accueil qui est short le plus petit. C'est le modèle où vous allez observer pour identifier le type de non-stationnarité de la serre. Donc, on peut remarquer ici que dans le modèle 3, on a 1339, 1347. Dans le modèle 3, on peut, si vous regardez bien le tableau, nous remarquons ici que on ne peut pas choisir parce que il n'y a pas, il n'y a pas un endroit où il y a le critère quelque short qui sont en même temps plus petits que les autres. Par exemple, ici, on a Akaiki, pour le modèle 3, on a Akaiki 1339 et ici, on a 1338, 1339. On peut dire que c'est le modèle 3 avec P égale à 1. Donc, ça veut dire ici. Par contre, mais le short, ici, on trouve que ça c'est 47, ça c'est 48, ça c'est 51. Donc, on prend P égale à 0, tu vois. Donc, c'est pas, ça donne pas exactement les critères Akaike short en même temps qui sont inférieurs. Et ça, c'est le cas le plus souvent observé quand vous analyserez des séries chronologiques normales, dans la vie réelle, dans l'entreprise ou dans une organisation. Vous allez tout le temps avoir ce cas de figure. C'est difficile, c'est un peu, vous n'allez pas trouver les critères Akaike short qui sont en même temps inférieurs à tous les autres. C'est très rare. C'est très très rare. Donc quand vous êtes dans ce cas de figure où vous n'avez pas, ce qu'il faut faire, il faut choisir le P, le retard, le P de retard, le plus minimal possible. C'est-à-dire, c'est le P de retard qui va nous donner des estimations plus minimales. Donc on va prendre le P égal à 0, parce que c'est le plus petit. C'est le retard le plus petit qui va nous donner des estimations, des paramètres d'estimation minimales. Donc, on va prendre P égale à 0. Donc, on va regarder ici, entre les modèles de E3, de R1. Donc, on remarque que c'est le plus petit, c'est 1339 et 1347. Les autres sont plus grands. Donc, on va observer le modèle 3. Donc, on va revenir ici. On va cocher le modèle 3 avec P égale à 0. Ça va, P égale à 0. Et un petit clic. Maintenant, on va tester. On sait déjà que notre série n'est pas stationnaire. Maintenant, on cherche le type. Le type, il faut regarder ici. Il faut regarder la probabilité associée au test statistique du test de Dickey-Fuller augmenté. Si elle est supérieure à 5%, donc on accepte H0, c'est-à-dire il y a une présence de racine unitaire. Ça veut dire que notre série n'est pas stationnaire et elle est de type DS. S'il y a une racine unitaire, la série est de type DS. S'il n'y a pas racine unitaire, on regarde après la tendance. S'il y a une tendance, donc il est de type DS. Donc là, nous remarquons ici que la probabilité associée au test statistique est inférieure à 5%, c'est-à-dire on rejette à 0, il n'y a pas de racine unitaire. Ou bien, une autre façon, vous regardez directement les valeurs de test statistique de Dickey-Fuller, vous comparez avec la valeur au-dessus de 5%. Si cette valeur est supérieure à cette valeur, donc on accepte à 0, il y a racine unitaire. Mais dans notre cas, moins 5,73 est inférieur à moins 3,45, donc on rejette à 0, il n'y a pas de racine unitaire. Donc on va venir observer la tendance maintenant. C'est le contraire d'ici. Si la probabilité associée au test statistique pour la tendance, la variable tendance, si elle est supérieure à 5%, donc il y a une présence est supérieure à 5%, donc il n'y a pas de tendance. Si c'est supérieur à 5%, il n'y a pas de tendance. Si la probabilité est inférieure, il y a tendance. C'est notre cas ici. On a la probabilité de 0,0, il est inférieur à 5%, donc il y a une présence d'une tendance. Donc s'il y a une tendance et qu'il n'y a pas de racine unitaire, cela veut dire que
on a une série qui n'est pas stationnaire et qui est de type TS, de nature déterministe, TS. Si c'était le contraire, on aurait ici probabilité qui serait supérieure à 5%, il y a racine unitaire, la tendance probabilité ici sera supérieure à 5%, donc on aura absence d'une tendance et présence d'une racine unitaire. Là, on aurait dû avoir une non-stationnarité de type DS. Mais dans notre cas ici, il n'y a pas racine unitaire, il y a tendance. Donc notre série est non stationnaire et de type TS. Parce qu'il faut savoir qu'une série stationnaire, c'est une série qui n'admet pas de tendance, qui n'admet pas de saisonnalité. Nous, on a déjà enlevé la saisonnalité. Maintenant, il nous reste à savoir est-ce qu'il y a une tendance ou pas. On remarque ici qu'il y a une tendance. Mais cette tendance est déterministe parce qu'il n'y a pas de racine unitaire. C'est pour cette raison que notre série est non stationnaire et de type TS. Maintenant, ce qu'il faut chercher à savoir, c'est comment modéliser ou bien comment stationnariser cette série. Quand tu as une série non stationnaire de type TS, déterministe, il faut utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires. C'est-à-dire il faut retrancher la moyenne de la tendance de la série. Il faut retrancher la tendance sur la série pour la stationnariser. Parce que on a bien dit tout à l'heure qu'une série qui est stationnée, c'est une série qui n'a pas de tendance. Alors que dans notre cas ici, nous remarquons que notre série admet une tendance. Donc pour la stationnariser, il faut enlever cette tendance. Donc on va enlever la tendance sur la série et voir si, à l'aide de la méthode de monocarré, pour voir si la série sera stationnaire. Si vous avez une série de nature DS, nature stochastique, DS, pour la stationnariser, il faut utiliser les différences premières, les filtres des différences premières. Il faut différencier la série. Voilà. Donc, puisque dans notre cas, notre série est non stationnaire et de type TS, donc on va utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires. Pour cela, vous venez ici à Quick Estimate Equation et vous allez écrire la série désaisonnalisée. C'est 21. Donc ça, c'est là, 21, la constante après la tendance. Trend. Avec les moindres carrés ordinaires. Voilà. Donc, c'est l'équation de la série avec la tendance. Vous venez ici, représentation. Et voilà l'équation de la tendance. Donc, nous allons copier ça. Ça. Nous allons copier ça. Pour enfin enlever cette tendance. Et nous allons créer une nouvelle série. On va l'appeler station. C'est-à-dire série stationnaire. Ok, station, il est là. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici générer. On va mettre notre série désaisonnalisée et on va retrancher dans cette série la tendance. Ça va? Pour avoir une série stationnaire. Donc, on va coller l'équation de la tendance là, qu'on a copié là-bas. Coller. Et voilà. Et voilà. On obtient une série. On va regarder maintenant, est-ce que c'est la série stationnaire? Normalement, elle devrait être stationnaire parce qu'on a enlevé la tendance. Il n'y a pas de saisonnalité, il n'y a pas de tendance. Donc, notre série devrait être stationnaire. Donc, on va observer le graphe. Ok. Voilà. Nous remarquons maintenant que notre série s'est stationnarisée et fluctue autour de sa moyenne. Voilà. Ok. On peut dire que la série est stationnaire. Pour vérifier cela, on va venir ici sur le programme. On remarque maintenant que les autocorrélations, ils convergent vite vers 0. Avant, ils diminuaient lentement. Maintenant, ils diminuent très vite vers 0. Vous le remarquez ici. Vous voyez? Donc, on peut dire que notre série est stationnaire maintenant. Pour confirmer cela, on va utiliser le test de Dickey-Fuller, toujours.
Ici, on est TP égale à 0. Ok. On remarque, regardez, il n'y a pas de racine unitaire. On remarque maintenant qu'il n'y a pas de tendance parce que la probabilité est supérieure à 5%. Donc, il n'y a pas de tendance. Il n'y a ni racine unitaire ni tendance. Donc, notre série est maintenant stationnaire. C'est bon. J'espère que vous avez bien compris. Donc, maintenant, puisque notre série est stationnaire, nous pouvons commencer la méthode de Box-Jenkins. La méthode de Box-Jenkins admet 4 étapes. La première étape, c'est l'identification des modèles. Il faut identifier le modèle ARMA qu'on devrait avoir. Pour cela, on va garder toujours la série stationnaire. Hein. C'est la série maintenant qu'on va travailler avec. On revient ici dans le programme. OK. Ici, les autocorrélations représentent le modèle, le processus moyen mobile, MA. Et les autocorrélations partielles représentent le processus autorégressif, AR. On regarde les pics qui sortent, les termes qui sortent de l'intervalle de confiance. Les pics, les Q maximales, c'est-à-dire les pics, les premiers pics. C'est-à-dire, supposons par exemple ici, sur les autocorrélations pour les modèles MA, on va regarder les pics qui sortent, les termes qui sortent dans l'intervalle de confiance jusqu'à là où ça s'arrête. C'est ce que vous allez observer. Ici, par exemple, ici, vous pouvez trouver ici que ça sort aussi, mais c'est pas la peine de venir ici parce que c'est sûr que ça ne fera pas significatif. Il faut juste s'arrêter là où les pics reviennent à l'intervalle de confiance. C'est-à-dire, nous, on va s'arrêter ici. C'est-à-dire, on aura un MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7 et MA8. Ici, on aura seulement un AR1, parce que seulement ici, au premier terme qui sort de l'intervalle, celui-là, il vient juste d'entrer. Donc, nous, la phase d'identification, on a ARMA, des modèles, on a 17 modèles. Par exemple, ici, on a MA1, MA2, MA3 jusqu'à MA8. On a ici AR1. Maintenant, un ARMA, maintenant on aura ARMA 1, ARMA 1.2, ARMA 1.3, ARMA 1.4, ARMA 1.5, ARMA 1.6, ARMA 1.7, ARMA 1.8. C'est bon. Maintenant, on va passer à l'étape d'estimation, l'étape 2. Pour estimer, vous venez ici à commande, vous écrivez équation, et pour l'équation numéro 1, point .ls, et vous écrivez la série stationnaire, c'est-à-dire statio AR1, le taux régressif de droit AR. C'est la première équation. Ok, on continue. Équation EC 2 LS statio MA1, moyen mobile de droit. Ok, équation F3.ls statio MA2, ainsi de suite, jusqu'à écrire tous les modèles. Équation F4.ls statio MA3. Jusqu'à écrire tous les modèles, je vais mettre pause et je reviens. Voilà, j'ai tapé, j'ai tout tapé maintenant. Regardez là, j'ai tout tapé, vous tapez tout, et après vous allez avoir les équations ici. Les équations sont là, toutes les équations, équation 1 jusqu'à équation 17. Maintenant, l'étape d'estimation, nous allons valider les meilleurs modèles. Pour cela, il faut commencer par l'équation 1. On va l'ouvrir. Voilà, c'est un AR1. Donc, ce qu'il faut regarder d'abord, il faut faire le test de student. Il faut que
la probabilité associée au test statistique soit inférieure à 0,05, à 5%. C'est inférieur, donc la variable est significative. Et vous pouvez aller vers deuxième chose, c'est le test du bruit blanc. C'est-à-dire, on va regarder si les résidus du processus forment un bruit blanc. Donc, d'abord, vous commencez ici. Si ce n'est pas significatif, donc c'est fini. Ce n'est pas la peine de faire le test du bruit blanc, parce que ça ne sert à rien. Parce que la variable n'est pas significative. Ici, on a 0,0, c'est inférieur à 5%. Donc, notre processus R1 est significatif. Donc, on va aller vers View, résidual diagnostic, programme plus statistique. OK. On va vérifier le test du bruit blanc. Donc, pour faire le test du bruit blanc, il faut regarder il faut que toutes les probabilités, on appelle ça aussi le test de long box. Il faut regarder que toutes les probabilités associées au test statistique sont tous supérieures à 5%. S'ils sont tous supérieurs à 5%, donc les résidus de notre processus suivent un bruit blanc. Donc, ce modèle est validé. D'accord? Donc, on remarque ici que les probabilités, ils ne sont pas tous supérieurs à 5%, mais la majorité sont tous supérieurs à 5%. On peut tolérer ça. C'est-à-dire, ils forment un bruit blanc. Donc, on peut dire que l'équation 1 est validée. On part à l'équation 2. C'est bon ici. Ici, c'est validé. On va vérifier le bruit blanc. OK. On remarque que par contre ici, ils sont tous inférieurs à 5%. Donc, les résidus ne forment pas un bruit blanc. Donc, ce modèle est à rejeter. N'est pas validé. C'est bon. Donc, modèle 2, pas validé. Modèle 3, ici c'est bon, mais on va confirmer ici. Okay. Même chose, pas validé. Vous faites la même chose avec tous les modèles. Après, vous prenez. Moi, j'ai déjà fait ça. Donc, j'ai seulement le modèle 1, le modèle 10, l'équation 1, l'équation 10, l'équation 12, je crois. Non, l'équation 1, l'équation 10 et l'équation 17 qui sont valides. Voilà. Je vais vous montrer l'équation 17. C'est bon ici, les deux. Le résidu. Et, voyez, ils sont tous supérieurs à ceux de 5%, donc c'est un beau blanc. Donc mes résidus forment un beau blanc, c'est bien. Donc, si vous avez plusieurs équations qui sont valides, maintenant vous allez aller à l'étape 3, l'étape de validation, pour choisir là, parmi les modèles valables, le meilleur de ces modèles valables. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir chaque modèle et regarder le critère Akaiki et Schwartz. Vous prenez le modèle qui présente le critère d'Akaiki et Schwartz le plus petit. C'est le modèle que vous allez utiliser pour faire la prévision. Voilà. Donc, ici, on commence par l'équation 1. Ici. Voilà le critère Akaiki et Schwartz. Le critère Akaiki et Schwartz. Et là, on a ici 1337, 1342. 1337, 1342 pour l'équation 1. Maintenant, l'équation 10, parce que je vous ai déjà dit que pour mes données, seulement l'équation 1, l'équation 10 et l'équation 17 qui sont les valables. Donc, je vais les tester, regarder parmi ces trois
c'est qu'il y a un critère accueil qui est surtout plus petit. Donc pour l'équation 1, j'ai 13, 37, 13, 42. Donc maintenant, je vais regarder l'équation 10. Ici, j'ai 13, 31, 13, 38. Donc ça, c'est plus petit que l'équation 1. Donc j'élimine l'équation 1, je garde l'équation 10. Maintenant, je pars à l'équation 17. Ici, c'est 13, 32, 40. Donc, l'équation 10 a triomphé. C'est-à-dire que l'équation 10, c'est le meilleur modèle. C'est-à-dire c'est un ARMA 1-1. Donc, mon processus, mes séries, mes données suivent un processus ARMA 1-1. Voilà. Là, nous pouvons aller à la quatrième étape. Étape de la prévision. Mais avant d'aller cela, il faut vérifier si nos résidus suivent une loi normale ou pas. Pour cela, on va effectuer le test de normal. Vous venez view, résidus diagnostic, histogramme normality test. Et vous allez regarder le test de Jack-Pera. Jack-Pera, vous allez regarder la probabilité associée à Jack-Pera. Si cette probabilité est inférieure à 5%, donc on rejette à 0. Ça veut dire que nos résidus ne suivent pas une loi normale, ce qui est le cas ici. Si c'est supérieur, donc ils suivent une loi normale. Donc là, la probabilité est 0,007 qui est inférieure à 0,05, donc on rejette à 0. Donc nos résidus ne suivent pas une loi normale. Il faut aussi effectuer un test d'homocédasticité, hétérocédasticité plutôt celle-là. C'est un test d'effet Arch. C'est-à-dire on vérifie est-ce que nos résidus, les résidus suivent quoi? Sont très volatiles. Est-ce qu'il y a une volatilité sur nos résidus? Est-ce qu'il y a une grande perturbation sur les données, la variance? Donc on va tester ici, vous venez view, résidu diagnostic, hétérocédasticité texte, et vous cochez Arch. Okay. Ici, vous allez regarder la probabilité associée de Q2. Si cette probabilité est supérieure à 5%, on rejette H0, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet Arch. C'est-à-dire il n'y a pas trop de perturbations sur nos données. Sinon, si c'est inférieur, il y a effet Arch. Là, nous allons encore modéliser ces perturbations. C'est notre modèle, ce sont des autres modèles très sophistiqués qui se spécialisent sur la variance conditionnelle. Mais heureusement, notre cas ici, il n'y a pas d'effet Arch. Donc, notre série n'est pas perturbée. On ne reste pas beaucoup de perturbations. On va faire cela pour regarder ici sur le résidu. Vous remarquez ici, il n'y a pas trop de perturbations sur le résidu. Parce que la majorité, dans l'intervalle de confiance ici, les résidus et nos données, ils sont presque à l'intérieur. Ils sont tous presque à l'intérieur de l'intervalle de confiance, sauf ici à la date de 1937, ici, c'est la période. Mais en général, c'est bon. Et aussi, ça c'est la variable actuelle, ça c'est le vert, c'est les données ajustées. Suivent bien la tendance des données. Il n'y a pas d'effet Arch. Donc là, on peut passer à la prévision. Pour passer à la prévision, il faut venir ici, range. Vous venir ici, range. Là, vous cliquez et vous changez l'horizon. C'est-à-dire l'horizon, si vous voulez faire des prévisions jusqu'à quelle date. Moi, je vais faire jusqu'à 2000. Ici, 2020. Voilà. Ok. Yes. Ok. Jusqu'à 2020. Là, on vient dans notre processus ARMA 1. Vous venez ici à Forecast. Et voilà la série. C'est la série qui va vous donner une prévision par défaut. OK. Vous avez les prévisions ici. Donc vous allez trouver
trouver ça ici. Ça, et là. Ça, c'est la prévision qui nous a donné. C'est par défaut. C'est donné par défaut. Donc, ce qu'il faut faire, il faut avoir maintenant les prévisions avec les données initiales. Ce qu'il faut faire, nous allons ajouter la tendance parce que ici, comme vous voyez ici, on a utilisé la série stationnalisée pour faire la prévision. On a déjà les prévisions. Maintenant, on va mettre la tendance pour que nos données suivent une tendance et voir la tendance de nos données prévisionnées. Donc, on va créer une nouvelle variable. On va l'appeler, je ne sais pas moi, tendance prévisionnelle. Ok. Donc, on va ajouter la tendance. Et où les questions de la tendance? Voilà, et là, on va copier toujours. Maintenant, nous allons voir la tendance. Nous allons ajouter la tendance maintenant. Donc, on avait quoi? C'était vente machin F. Voilà, c'est là. Nous allons ajouter maintenant la tendance. Ok, maintenant, ce que vous voyez, on a ajouté la tendance. Maintenant, on a notre série maintenant a une tendance. Et pour finir, il faut savoir que notre série initiale avait une saisonnalité. Donc, puisque notre série est multiplicative, nous allons multiplier ça. Nous allons multiplier ça avec les coefficients saisonniers. Ça va? Pour cela, nous allons ajouter une série, une variable. Maintenant, c'est les prévisions, les vraies prévisions. Voilà. Ce que tu sais. Ok. Et avant cela, nous allons créer notre variable pour les coefficients saisonniers. On va faire saisonnier. Voilà. Les coefficients saisonniers sont là. Nous allons les copier. Voilà. Et nous allons ouvrir maintenant ici saisonnier. Nous allons les mettre ici. Yes. On fait des pastes. Fait des pastes sur parce que coefficient saisonnier, ça veut dire ça se répète. Ça se répète à chaque fois. C'est pour ça qu'on coupe. C'est-à-dire du premier mois jusqu'au deuxième mois, on va observer les mêmes coefficients saisonniers. C'est pour ça qu'on fait paste partout. Parce que la saisonnalité, c'est un phénomène qui se répète à une période, à chaque période. À chaque période, on observe la même phénomène. C'est pour ça qu'on va copier. Et voilà. Cette dernière. Et voilà. On a nos coefficients saisonniers. Donc maintenant, nous pouvons venir ici les prévisions. On va multiplier parce que nous sommes dans une série multiplicative. Vous allez additionner si votre donnée est de nature additive. Génère. On va prendre, c'était quoi? Tendance là. Série avec tendance prévision. On va multiplier avec les coefficients saisonniers. Voilà. Ok, maintenant on a nos vraies données. Voilà. Pour visualiser cela,
nous allons regarder la variable initiale, c'était vente, et aussi prévision. Voilà. Nous allons les ouvrir ensemble. As, groupe. Et nous allons observer l'évolution. Voilà. Ok. Voilà, vous remarquez, le rouge, c'est les prévisions. Et le bleu, c'est les ventes, c'est les données initiales. Vous regardez ici, on remarque ici que on a des prévisions qui sont haussières, c'est-à-dire à partir de 2000, on a fait prévision à partir de 2000 jusqu'à 2000. C'est ici, cette partie-là. Donc, la conclusion que nous pouvons donner, que nous pouvons dire à notre directeur, ou je ne sais pas, le responsable du travail, du projet, vous le dites que nous remarquons que nos données, notre série, nos données provisionnelles sont bonnes. Ça veut dire qu'on a une tendance haussière sur les chiffres. Supposons que c'était des chiffres d'affaires d'une entreprise, des ventes. Ça veut dire que les ventes futures seront à la hausse. C'est une bonne chose. Donc, il faut améliorer, il faut soutenir cela. Si par exemple vous avez des prévisions qui baissaient, qui étaient à la baisse, donc vous pouvez dire que il y aura un problème dans le futur sur nos ventes, sur nos chiffres d'affaires. Donc il faut essayer d'améliorer ou de voir un peu les stratégies à mettre en place. Mais ici, on est satisfait parce que les prévisions sont haussières, et sont haussières plutôt. Donc là, on est satisfait. On peut quand même être fier, être content. Nous pouvons observer cela ici. Sur le sheet. Ici, à la fin. Voilà. Ici, c'est les ventes initiales. Ici, c'est les prévisions. Maintenant, ici, en 2000, le mois 6 2000, ils étaient à 1000. Supposons les ventes étaient à 1728. Hein? Ici, il vient à 2000. Quand il augmente, c'est bon. On est content. Voilà en gros la modélisation de ces technologies sur le GCP12. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser sans aucun problème, avec plaisir. Et je vous souhaite de passer